banque et a justement positionné les mesures en fonction de la spécificité de chaque banque. Bon, pour les banques d'affaires, elles n'ont pas le droit de collecter des dépôts du public, mais elles ont le droit de faire des investissements. Pour les banques d'investissement, elles ont des seuils que les banques de dépôt n'ont pas, et vice-versa. Donc, notamment pour les banques d'investissement, le seuil est plus élevé que les banques de dépôt, etc. Donc, on a tenu compte de la spécificité. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça « Tout changement de nature doit entraîner un changement de régime, mais sans qu'il y ait, parce que les banques centrales sont soucieuses de la question de l'égalité au sein du système et de la neutralité du système financier, mais cela ne contredit pas la prise en compte de la spécificité de la finance islamique en prenant des mesures qui s'accommodent davantage avec cette activité. Pour ce qui est du contrôle et la supervision des banques islamiques, on va voir deux grands types de contrôle. Nous avons le contrôle financier commun à toutes les institutions financières et dont les banques islamiques ne peuvent pas se soustraire sous prétexte qu'elle a des spécificités. Et vous avez un contrôle plus ou moins spécifique, c'est le contrôle éthique. Pour ce qui est du contrôle éthique, c'est que du moment que la banque islamique a opté pour une finance qui tient compte des principes de la finance islamique, il faudrait logiquement que la pratique traduise davantage les bases théoriques. Vous avez dit, nous sommes une banque islamique, vous vous adressez à une clientèle en disant, nous avons des spécificités, nous sommes des banques éthiques, encore faut-il que la pratique ne contredise pas ce qu'on avait annoncé comme étant des principes. D'où alors la création de ce qu'on appelle le comité de la charia, dont la mission et l'examen, ainsi que le suivi destiné à s'assurer de la conformité de toutes les opérations accomplies par la banque. Donc aujourd'hui, ce comité, je me rappelle justement le comité quand j'étais oui, c'était au mois de juin 2007. Il y avait un colloque de l'Union des banques arabes à Paris. Et à l'époque, il y avait Madame Lagarde qui était ministre des Finances. Et elle doit justement ouvrir ce colloque. Et donc j'avais été chargé justement de présenter les aspects juridiques de la finance islamique. Et quand on avait parlé, justement, quand on avait songé à parler du comité de la charia, nous avons dit, nous allons parler d'un comité de la charia dans un pays, disons, qui a un grand héritage d'un pays séculier, donc d'un pays laïque, etc. Et donc la question va certainement attirer l'attention des gens en disant que comment ça se fait que la neutralité de la finance islamique, la neutralité de la finance en général, avec des comités, etc., avec une, je dirais, une doctrine plus ou moins liée à la religion. Et justement, nous étions agréablement surpris, c'est que Madame Lagarde elle-même a annoncé en disant que nous n'avons pas de problème avec le comité de la charia, on les considère comme étant, comme n'importe quel comité éthique, à condition, je reprends les termes, à condition que le comité ne se transforme pas en gouvernance générale de la banque, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, le comité de la charia est un comité éthique dans un domaine déterminé. L'administration de la banque appartient aux actionnaires, à travers leurs représentants dans le conseil d'administration. Donc en fait, quand on parle de cette question-là, elle n'a pas beaucoup de susceptibilité aujourd'hui de dire qu'une finance éthique doit avoir des références et que les références doivent être supervisées par un organe spécialisé. Quand on parle un peu du comité de la charia, je pense il y a 3 points à évoquer. Quel est le rôle, quel est le mode de désignation et quel est le degré ou bien la force de ces décisions. Pour ce qui est de la mission, donc s'assurer de la conformité de l'activité de la banque aux préceptes de la charia ou des principes, émettre les avis sur les questions et les demandes d'explication qui lui sont soumises par la clientèle ou bien par la banque,
et approuver les contrats. Autrement dit, le comité va certifier que les produits de la banque sont conformes aux préceptes de la finance islamique. Autrement dit, c'est un contrôle a priori, c'est-à-dire avant de lancer le produit, il est certifié, on l'examine. Parce qu'en fait, la question maintenant a évolué ces dernières années. Il y avait au départ le comité qui certifie les contrats et qui siège pratiquement 2 à 3 fois par an, alors que maintenant nous avons aussi un audit interne qui s'appelle l'audit charaïque, c'est-à-dire nous avons un audit qui va voir est-ce qu'on a bien respecté les décisions émises par le comité. Autrement dit, est-ce que ce contrat certifié a été réellement traduit dans la pratique comme il faudrait le faire, selon les techniques. Donc nous parlons maintenant de ce comité, à savoir un comité qui va certifier les opérations en amont, avant de les lancer, parce qu'on ne peut pas se permettre de lancer des produits qui seraient, je dirais, anti-conception de la finance islamique. Et là, ça peut affecter la réputation de l'institution. D'où alors, justement, dans les normes, dans les guidelines de IFSP, il y a ce qu'on appelle le risque réputation. C'est un risque qui s'ajoute. Vous avez, il appelle ça risque réputation. Autrement dit, une fois parmi les risques de l'institution finance islamique, c'est une fois le public va sentir que les produits ne sont pas conformes, etc. Donc il peut y avoir un retrait massif des dépôts, etc. Donc la question posée aujourd'hui, c'est qu'on est en présence d'un risque supplémentaire qui s'appelle le risque réputation, ainsi appelé justement dans les guidelines de IFSB. Pour ce qui est maintenant de la méthode et de l'approche des contrats, autrement dit, comment ce comité va fonctionner? Quel est le référentiel pour ce comité? Pour le moment, ce comité a quand même une matière qui s'appelle les normes IUFI, c'est-à-dire les 48 produits qu'on avait annoncés tout à l'heure, qu'on va donner la liste tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont des produits certifiés par un grand conseil au sein de l'IUFI qui a vu les aspects à la fois techniques, les aspects charaïques et les aspects légaux. Donc, autrement dit, c'est un produit déjà finalisé, approuvé, sans qu'il y ait justement de controverses là-dessus. Il peut y avoir certaines controverses, mais c'est au niveau très élevé entre académiciens, entre doctrines, etc. Là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en présence de 48 produits, sont considérés comme étant le reflet et comme étant des produits largement admis dans la finance islamique. Et là, ça peut servir de base pour les comités de la charia. Vous avez aussi ce qu'on appelle les résolutions rendues par l'Académie islamique de fiqh. Donc l'Académie islamique de fiqh est une académie qui regroupe tous les pays musulmans, donc les pays membres de la banque, maintenant au nombre de 57, tous les pays. Et ces pays-là décident, chaque fois ils traitent d'un sujet, ils ont leurs représentants parmi les grands spécialistes dans la finance islamique, ils prennent des décisions, et ces décisions-là ont leur place. Ces décisions-là ont leur importance, parce qu'elles reflètent une sorte de consensus dans la Ummah. Et donc maintenant, quand on parle de référence, on parle de cette grande matière qui consiste dans les résolutions de l'Académie de fiqh et dans les normes IUFI. On peut aussi revenir, en termes de doctrine, à cet héritage en matière de contrat de transaction. Donc, quand on parle aujourd'hui en termes de fiqh, c'est-à-dire doctrine, on distingue entre les rituels, où il y a une stricte, il faut suivre ça avec une certaine rigidité dans la mesure où ça fait partie du rituel, tandis que dans le transactionnel, fiqh al-mu'amalat, on est plus souple, parce que là, ce sont des relations entre des individus. Ce ne sont pas des relations rituelles, mais ce sont plutôt des relations de transaction. Et donc, dans ce domaine-là, on peut éventuellement trouver des solutions dans tous les rites. Donc, on ne peut pas s'attacher, en termes de doctrine, on ne peut pas s'attacher à un seul rite. On ne peut pas dire que toutes les solutions sont dans le rite malikite,
ou bien toutes les solutions de la finance islamique sont dans le rite hanbalite, etc. Donc là, je pense que cet héritage-là peut servir justement de secours à la finance islamique. Parce qu'un seul rite ne serait pas capable de répondre à toutes les attentes et à tous les besoins de la finance islamique. Pour ce qui est de mode de désignation, je passe très vite, je fais toujours un parallèle entre le comité de la charia et les commissaires aux comptes. Un parallèle qui tient, toutes proportions gardées quant au contenu. Donc, les uns comme les autres sont nommés par l'Assemblée générale, les uns comme les autres sont externes, parce que le comité de la charia ne fait pas partie du personnel. Donc les deux sont nommés par l'Assemblée générale. Dans les deux systèmes, ou bien dans les deux institutions, ils sont externes. Et dans les deux cas, on rend compte à l'Assemblée générale. Donc pour avoir une idée schématisée et claire, il faudrait voir dans le comité de la charia l'équivalent du commissaire aux comptes avec une différence dans la destination, une différence dans l'objectif, une différence dans la finalité. Mais au niveau de la désignation, c'est pratiquement les mêmes structures. Nommées par l'Assemblée, externe, et rend compte à l'Assemblée. Pour ce qui est des décisions, donc, il ne faut pas s'en douter là-dessus, c'est qu'on ne peut pas concevoir un comité de la charia dont les décisions seraient facultatives. Sinon, à quoi sert d'avoir un comité qui va vous dire que ce contrat-là ne répond pas à l'éthique et vous allez l'utiliser? Et donc, certainement, là, un avis consultatif serait dénué de toute valeur. Donc, c'est pour ça que le comité de la charia, en étant nommé par les actionnaires, assure dans son domaine un équilibre général entre la banque y compris. Voilà. Ça aussi, c'est un point important, peut-être qui m'a échappé, c'est que le comité est nommé par les actionnaires, donc supposé refléter la volonté des actionnaires qui veulent s'assurer que leurs fonds sont investis selon leurs convictions, mais en même temps, c'est quand même un point au secours de la clientèle des déposants. Parce que si demain, vous allez présenter un contrat au comité de la charia, il va dire, oui, attention, ce contrat-là n'est pas équilibré. Les détenteurs de comptes participatifs non affectés ne sont pas protégés. Bon, le comité ne va pas entrer dans le mécanisme de répartition. On ne va pas vous dire pourquoi vous avez fait dans la Modarba 30-70 ou 20-80. Là, ça relève de la politique de la banque. Mais dans certains cas, notamment les départs, les réserves, etc., il peut y avoir des droits qui appartiennent à ces gens-là, et le comité de la charia peut se réclamer comme étant à la fois le défenseur des actionnaires et le défenseur de la clientèle. Autrement dit, quand je parle de défenseur, je dis qu'il doit avoir un équilibre entre les actionnaires et notamment les détenteurs des comptes participatifs non affectés qui sont assimilés à des actionnaires parce qu'ils prennent des risques. Je ne parle pas des déposants à vue. Parce que dans la finance islamique, nous avons deux grands comptes. On va voir dans la Modarba. Deux grands comptes. Un compte de dépôt à vue qui a le même régime que dans le conventionnel, c'est-à-dire la banque est tenue de rembourser le montant à tout moment, d'où le terme à vue, ou selon certaines conditions, et que la banque, si elle les utilise, c'est à ses risques et périls. Par contre, dans le dépôt participatif, la clientèle assume une certaine responsabilité puisqu'elle participe. Et donc la banque agit en tant que gestionnaire et la clientèle agit en tant qu'apporteur de fonds. Je préfère ne pas utiliser le terme bailleur de fonds. Parce qu'en fait, bailleur de fonds, ça veut dire que en fait, le fonds est donné plus ou moins à bail, ça veut dire que le fonds est loué. Ça reflète un petit peu le mécanisme de l'allocation de l'argent. Parce que dans la finance islamique, le rôle de l'argent, c'est un étalon. C'est important, c'est un étalon. C'est pour ça, la vente des devises, la vente de l'or et de l'argent, etc., c'est considéré comme étant des étalons et que leur vente est soumise à des conditions précises. Ce ne sont pas des marchandises, mais c'est plutôt des références. Et tout ce qui explique, plus tard, on va voir la question des intérêts, etc.
Maintenant, une fois le rôle éthique est assuré par le comité, maintenant on passe au contrôle financier. C'est-à-dire que les banques islamiques, comme n'importe quelle banque, sont soumises au contrôle de la Banque centrale, etc., pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, c'est une banque qui collecte le dépôt du public, donc il y a ce qu'on appelle l'épargne publique qui est en jeu. Donc l'État doit avoir un certain regard là-dessus. Et en même temps, il s'est avéré que le contrôle financier sur les banques islamiques donne de la crédibilité à ces banques. Autrement dit, les banques islamiques ne peuvent qu'apprécier ce contrôle-là. Parce que ça crédibilise la banque en disant que, après tout, nous sommes des banques. Il est vrai que nous avons une référence particulière, notamment des banques participatives ou bien des banques à référence islamique, mais en même temps, nous sommes des banques soumises au contrôle des autorités de tutelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contrôle-là donne du crédit à la banque, aux yeux de la clientèle, et en même temps épargne tout ce qui concerne les dépôts et la collecte, notamment qui se fait auprès du public. Donc c'est pour ça que la spécificité du système bancaire islamique ne doit pas constituer des excuses pour que la banque islamique se dérobe et se soustrait du contrôle de la Banque centrale. Donc nous avons dit que ce contrôle-là est important et il existe. Maintenant, on passe à notre thème, c'est celui des institutions d'encadrement de la finance islamique. Nous avons dit que la finance islamique ne fonctionne pas dans un vide et que réellement, grâce à ces institutions, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la finance islamique, généralement, il faut faire un petit, je dirais, une petite comparaison. Vous savez, le système conventionnel, autrement dit les banques conventionnelles, historiquement, elles ont 4 siècles d'âge. Par contre, les banques islamiques ont 4 décennies. Autrement dit, nous avons 4 siècles contre 4 décennies. Autrement dit, chaque 100 ans, vous avez 10 ans seulement. Bon, il est vrai que ce n'est pas parce que des institutions jeunes, etc., nous avons maintenant pas mal de moyens, notamment en termes